Bonus 405, évidemment, je vous avais prévenu, il y a des choses à dire en plus. Le bonus 405 se passe avec les mêmes protagonistes que l'épisode 405, c'est-à-dire avec David d'un côté, de l'autre, nous avons Sébastien. Vous aviez encore des petites choses à rajouter, les amis. On va commencer avec David qui nous emmène en Chine pour parler des processeurs maison Intel Inside. De quoi s'agit-il ? Oui, il s'agit de la société chinoise qui s'appelle Power Leader, qui est une société basée à Shenzhen, donc pas très loin de Hong Kong, la ville où sont tous les business dans l'électronique. Et ils ont sorti leur processeur qui s'appelle le PowerStar P3 01105. Et apparemment, d'après les tests qui ont été faits utilisant le programme Geekbench, la puce semble absolument similaire à un Intel Core i3 10105. Alors, bien noté, c'est que eux, ils appellent leur processeur 01105 et ça serait en fait un 10105 d'Intel qui aurait été rebrandé. Apparemment, le site là sur lequel j'ai lu l'article ont essayé de contacter Power Leader pour leur demander un commentaire. On leur a pas répondu, on les ignore. Voilà. Par contre, ça pourrait avoir des implications parce que il y a quelques années, il y a eu comme ça je pense que c'était un professeur d'université qui avait parlé de développer des CPU et c'était également du faux. Et le gouvernement chinois n'aime absolument pas les gens qui leur fait perdre la face. Alors ici, les méchants Power Leaders, s'ils ont réellement rebadgé des Intel, ça pourrait leur coûter des sous. Et leur tête. Oui, parce que c'est pas malin, parce que du coup là, manifestement, pour perdre la face, il n'y a pas mieux. Mais surtout, ce que je trouve qui est vraiment cocasse, c'est le nom du processeur. Oui, ils ont juste inversé les deux premiers chiffres, donc c'est vraiment dire j'ai copié, voilà. Je sais pas si c'est savoir que la propriété, la propriété intellectuelle en Chine n'existant pas. Oui. Ils peuvent très bien avoir produit exactement le même, et ils s'en foutent, hein. Oui, mais à la rigueur, ils s'en foutent, mais le fait qu'on puisse les repérer de cette manière-là, c'est là que le bas blesse peut-être. C'est pas, voilà, ils peuvent nier l'affaire, clairement. Ce ne sont pas des clones ici, donc ce sont des vrais professeurs, des vrais professeurs Intel. C'est pas comme s'ils avaient copié le design et fait les CPU des copies. Non, c'est réellement des processeurs Intel qu'ils ont probablement gratté le dessus, mis leur logo et leur numéro dessus, et juste en le truc. Avec leur propre carte mère et leur software, mais aussi des cartes mères Intel. Au moins, ils ont économisé plein de coûts en recherche et développement. Oui, mais enfin, manifestement, ils les payent quand même parce qu'ils doivent bien les acheter, ces processeurs. Ah oui, mais les acheter pour les revendre. Oui, il faut voir s'ils font de la marge ou pas. Ça se trouve. Oui, mais c'est peut-être tout simplement pour faire leur publicité, trouver des investisseurs et prétendre qu'ils sont capables de faire. Surtout qu'apparemment la société n'a absolument aucune historique dans le marché du semi-conducteur. Alors, comment est-ce qu'une société serait capable de faire des processeurs qui sont quand même des processeurs de 10e génération Intel Core i3 sans avoir jamais sorti le moindre produit? Voilà, il n'y a pas de fumée sans feu. Ça me fait penser à ces produits. Quand il n'y a pas de fumée, il n'y a pas de feu.
dans les magasins bon marché où tu trouves, c'est pas des bouteilles de Coca-Cola, mais de Colicola, tu vois, avec un truc qui ressemble un peu, ou du chocolat d'une telle marque. C'est pas un Mars, c'est un Mirs, ou j'ai dit n'importe quoi, mais c'est des trucs qui ont existé, ou des marques de shampoing trafiquées, machin, etc. Parce que dans le doute, les gens vont y voir que du feu, sauf que c'est bien des produits de sauf merde. qu'ici, ici, c'est le vrai produit. Oui, sauf qu'ici, ton Mirs, à l'intérieur, c'est un Mars, un vrai. Oui, c'est ça. Ça vaut peut-être la peine, en fait. Si ça se trouve. Bon, allez, on passe à la suite. Sébastien, on parle de commerce. L'Union européenne qui veut plus de transparence sur les droits de douane dès l'achat. Oui, alors c'est une réforme, une des plus grosses réformes de l'union douanière depuis 1968. Tu vois, même toi, t'étais pas né. Si. Si, t'étais né aussi. Pardon. Bon, bah voilà, j'ai essayé. Et donc, une des plus grosses révolutions. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, les frais de douane, c'est compliqué. Vous achetez un truc aux États-Unis, en Chine, en Russie ou ailleurs. Ben, quand ça arrive en Union européenne, il faut payer la TVA, les droits de douane, si c'est des trucs alcool, accises et compagnie. Il y a toute une série de frais qu'il faut payer. Plus le petit gars qui vient chercher l'argent chez vous, et lui aussi, il est payé pour. Et donc, c'est compliqué. Ouais. Et quand t'achètes parfois un truc pas très cher, bah, les frais de douane, tu t'es tiré un coup de shotgun dans le pied et tu te dis, bah, finalement, j'aurais pas dû. Et donc, ici, ils veulent renverser le truc et se dire, quand le consommateur achète quelque chose à l'étranger, au moment où il l'achète, il doit savoir ce qu'il doit payer, il doit le payer à l'avance, et comme ça, c'est transparent pour lui. Quand ça arrive, effectivement, eh bien, il sait ce qu'il va payer pour le produit, et en même temps qu'ils vont faire cette évolution, parce que c'est pas encore en place, ils disent, à partir du 1er euro, tu dois payer les taxes aujourd'hui, en dessous de 150 €, parce que c'est compliqué, il est spicé. Ils disent, mais là, on se fait abuser, et il y a plein de choses qui rentrent en Union européenne, et qui ne sont pas taxées parce qu'ils trichent sur le prix. Eh bien, on va mettre fin à tout ça, et ce sera payé pour tout le monde. Alors grâce à ça, ils espèrent économiser, parce que ça a un coût aussi pour l'Union, économiser jusqu'à 2 milliards par an. Et après, effectivement, il y a une question de transparence qui est très positive pour le consommateur. Voilà, ce n'est pas une mauvaise idée que d'avoir une forme de transparence. Il y a des sociétés qui le font déjà, qui l'anticipent, comme Amazon. Si vous achetez quelque chose sur Amazon US, c'est peut-être pas le seul, mais c'est le seul que j'ai en tête, eh bien, il va, au moment où vous allez acheter, il va déjà prendre la provision pour payer le frais de douane, et vous n'avez pas de frais de douane, vous recevez votre colis comme c'est un autre colis. Et donc là, c'est le fournisseur qui s'occupe de c'est lui qui s'occupe de tout. D'accord, ok. Et donc vous recevez le colis d'Amazon US comme si c'était un colis de votre voisin, et les frais, si vous avez payé trop de frais, Amazon les rembourse par la suite. Parce qu'ils font toujours une estimation. On voit un produit sur un site américain de tel type, puis on se dit, tiens, je le commanderais bien, mais bon, là, on sait qu'il va y avoir des frais supplémentaires, etc. Puis on regarde un fournisseur européen qui, lui, paye les droits de douane en tant qu'importateur, etc. On dit, il est 20% plus cher, qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Quelle arnaque ! Oui, c'est la TVA. C'est la TVA, et c'est tout simplement, et tous ces machins-là. Et donc, de temps en temps, les gens se fâchent sur des fournisseurs européens en disant, mais vous nous arnaquez, alors que c'est le prix. Une fois que les taxes sont dues, c'est le prix. Alors vous pouvez toujours y aller vous-même, prendre l'avion, mettre le matériel dans votre sac et essayer de passer la douane. Normalement, il faut payer. Il faut payer en revenant. Il faut payer aussi. C'est pour ça d'ailleurs qu'on vous fait signer quand on part en dehors de l'Union européenne. Il y a les fameux carnets ATA qui sont un peu le bon de sortie du matériel que vous utilisez, par exemple pour à des fins professionnelles, si vous allez partir en tournage avec une caméra ou avec des micros et des trucs du genre, pour pouvoir les rentrer et revenir avec après chez vous, vous avez la preuve que c'était bien votre matériel et vous l'avez pas acheté sur place, et que donc vous ne payez pas des taxes sur ce que vous avez en propre. En gros, c'est fait pour ça aussi. Oui, ça c'est une bonne idée, du coup. Mais cette idée de l'Union européenne, est-ce que ça couvre également les dossiers FDA pour importer les sauces piments ? Tout. Normalement, tout doit être couvert et géré par les exportateurs. Là, on s'écarte et la section vétérinaire et tout. Voilà. Tout. Normalement, tout. Ils veulent que ce soit transparent. Donc, tu peux acheter des sauces piments sans avoir d'emmerde. Par exemple. Grosse révolution.
Par exemple. Mais ce qui n'est pas transparent non plus, c'est notre chronomètre. Et il ne reste que 5 minutes pour terminer ce bonus, qui ne peut pas faire plus de 15 minutes au total, je le rappelle. David, on parle d'OpenAI. Tiens, il y avait longtemps, les créateurs de ChatGPT appellent à réguler l'intelligence artificielle. Eux-mêmes sont un tout petit peu inquiets. Oui, donc il y a, je pense, à peu près une semaine, les leaders et les créateurs d'OpenAI et de ChatGPT appellent à une régularisation des superintelligences. Et ils estiment que on a besoin d'un organisme de régulation des systèmes d'intelligence artificielle au même titre qu'on avait mis en place des organismes de régulation des armes nucléaires dans les années 60 et 70. Donc voilà, ça va un petit peu dans le sens de certaines choses qu'on a vues récemment, mais maintenant, même à l'intérieur, ils semblent ne plus être super zen avec ce qu'ils sont en train de faire. Ils perdent un peu le contrôle sur leur bébé, hein. Il faut être très clair, parce que bon, en même temps, c'est un produit commercial. Tout le monde peut payer pour avoir accès à ChatGPT, à l'API, etc., que l'on retrouve maintenant mis à toutes les sauces dans plein d'applications. Je reçois, rien que pour les technos, des propositions de tests d'applications. Révolutionnaire, c'est le mot qui revient le plus souvent, à la sauce ChatGPT version 4. Hein. Tout le monde s'y met, donc voilà. Mais je t'interromps. Oui. Voilà. Du coup... Mais c'est bon, il n'y a pas plus à dire. Ok, d'accord, passons à autre chose. Seb, pour terminer ce bonus, on va parler de Monocle. Le Monocle, c'était un film, ça, il me semble. Bref. Et un monocle... Pour adulte, peut-être. C'était un truc... Non, c'était... je vais le retrouver. Ici, non, moi je suis sûr. Un monocle qui nous parle. Oui, alors alors ça s'appelle Riz GPT, ce monocle. C'est basé sur ChatGPT. Voilà. Et alors c'est juste un truc que le mec a foutu sur GitHub, il s'est amusé, il voulait faire un proto pour montrer que c'était possible. Et son monocle en fait n'affiche rien du tout. Il entend et il permet aussi de renvoyer du feedback audio. Et en fait donc son but c'est avoir augmenté son charisme, c'est-à-dire pendant une conversation avec une charmante demoiselle, son monocle va écouter ce que la petite dame lui dit, il fait une reconnaissance vocale, il envoie ça à ChatGPT et lui dit bon maintenant qu'est-ce que je dois répondre pour conclure et le monocle lui répond voilà tu réponds ça, etc. Alors le truc fonctionne, il est très content des résultats. La seule problématique évidemment c'est que c'est pas hyper rapide et donc dans une conversation quand elle te demande et alors tu fais quoi de beau, ça cale. Ça cale pendant 30 secondes et que tu dis attends je réfléchis et là effectivement il a sa réponse. Voilà c'est assez amusant. Mais donc il y a une petite caméra en plus sur le monocle. Oui. Donc c'est un truc donc c'est effectivement lunette, quoi. Il remet ça sur les lunettes, c'est un monocle qui met au-dessus. Alors il y a une petite caméra aussi. Le projet, il y a quelques émules et il y a une LifeOS, ça c'est un autre agent, enfin un autre projet, et lui qui permet d'utiliser une petite caméra pour reconnaître les personnes et afficher des sujets de conversation. Pour te donner les sujets, pour dire de quoi il faut parler, pour intéresser, etc., etc. Donc, on vit ma vie à la place avec ChatGPT. Tu vois. Les Google Glass auraient été parfaites pour ce genre d'utilisage. Nickel, tout à fait. C'était juste parfait pour pouvoir lire le texte que nous pond ChatGPT, cette espèce d'assistant un peu bourré de temps en temps. Après, peut-être qu'avec ça, il conclut. Oui, mais enfin, dans le noir, après, ça va être compliqué, quoi. Ça va être un peu... Il a fait une étude comparative, avec ou sans son monocle. Quel pourcentage de conclusion? Avant, il avait plein de temps, c'est comme ça qu'il a créé le monocle. Ah oui, alors en fait, le gars qui est derrière, c'est Brian Chiang. L'assistant, il considère que c'est un assistant pour ceux qui souffrent d'anxiété sociale. Parce qu'effectivement, tu ne sais pas ce que tu dois dire. ChatGPT le dit, tu dis c'est pas toi, c'est Riz GPT l'a dit.
Le monocle noir, l'œil du monocle, le monocle riz jaune, c'était 3 films réalisés par Georges Lautner entre 1961 et 1964. Comme quoi, j'ai pas rêvé, le monocle, c'est une série de films français. C'était pas un Dorcel C'était pas un Dorcel, non. Voilà. Merci Sébastien pour ce bonus et passe de bonnes vacances. On se retrouvera cet été, sans nul doute, dès le mois de juillet d'ailleurs. Merci à David, on se retrouve encore nous cette saison-ci, me semble-t-il. Sinon, je l'aurais noté quelque part. De toute façon, on se retrouvera cet été également. Passez une très très bonne semaine. Amusez-vous bien. N'hésitez pas à les commentaires sous la vidéo sur YouTube ou sur notre blog lestechno.be. N'hésitez pas aussi les étoiles, les pouces levés sur vos applications de podcast habituelles. Passez une très bonne semaine une fois de plus. À très bientôt. Salut.